serbe, a affirmé tout à l'heure à l'Assemblée Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères. En Bosnie, les forces croates affirment avoir perdu quelques 200 hommes en 7 jours d'affrontement avec les forces musulmanes bosniaques. En Russie, bonne nouvelle pour Boris Eltsine. La Cour constitutionnelle assouplit les conditions draconiennes que le Congrès des députés avait imposées pour empêcher sa victoire au référendum de dimanche. Il devra obtenir seulement le oui à la majorité des votants et non pas des inscrits, comme l'avaient décidé les députés. Waco, la polémique. Un Britannique qui a survécu à l'incendie de la ferme des Davidiens affirme que le feu a été provoqué par une lampe au kérosène tombée lors de l'intervention des blindés du FBI, auquel cas la mort des 86 fidèles n'aurait rien à voir avec un suicide collectif. On reparle de l'assassinat de Chapo Bakhtiar en août 1991 à Suresnes. Le juge Bruguière lance 2 mandats d'arrêt internationaux contre des Iraniens pour complicité d'assassinat et association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. C'est un haut fonctionnaire de Jérusalem qui l'affirme. Israël accepte de reprendre les négociations de paix sur le Proche-Orient le 27 avril à Washington, suite à une proposition que venaient de faire les partis arabes après 4 mois d'interruption. Le Conseil des ministres se penche sur le trou de la Sécu. Ne te penche pas trop, tu vas tomber. Le déficit global pour 1992 atteindrait 16 millions de francs. Situation jugée dramatique par Simone Veil. Mais milliards. J'ai dit quoi? Millions. Ah ben je ma langue à fourcher, j'ai milliards sous le nez. Même moi je pourrais le boucher un déficit. Mais ne soyons pas trop inquiets. Cet après-midi, à l'Assemblée nationale, Édouard Balladur a assuré que tout serait fait pour que les sacrifices soient répartis le plus équitablement possible. Enfin, je cherche le début. Voilà. Le début de la séance des questions télévisées au gouvernement a été perturbé par un spectateur qui voulait intervenir des tribunes du public. Il réclamait son temps de parole. À la demande de Philippe Séguin, il a été expulsé, et tandis que les huissiers le faisaient sortir, il criait « Liberté d'expression ! Liberté d'expression !» Mais grâce au ciel, on n'a pas eu à déplorer de bavure. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, tout vient à point à qui sait attendre. Il est paru. Il est arrivé. Le libre journal de la France courtoise est arrivé. Alors, il est beau. Il est beau, il est beau. Enfin, alors, vous savez, c'est très amusant. Bonsoir, docteur Dor qui nous rejoint, qu'on connaît. Asseyez-vous, docteur, je vous en prie. Le docteur Dor est, vous le savez, un des principaux animateurs des mouvements d'action contre l'avortement, et nous allons nous entretenir tout à l'heure avec lui. Mais je vais vous parler d'abord du libre journal de la France courtoise, dont j'ai parlé à ce micro quelques fois, et depuis quelques semaines, les questions se faisaient de plus en plus pressantes. Alors, quand sort-il ? Quand Eh bien, ça y est, c'est fait, je l'ai sous les yeux, le numéro 1, avec des collaborateurs qui s'appellent Aramis Bage, qui est un dessinateur de très bonne qualité, dont on reparlera, Anne Bernet, que vous connaissez, Anne Brassier, que vous connaissez aussi, Jérôme Brigadier, que vous ne connaissez pas, mais que vous connaissez quand même, Pierre Chaumeil. Il faudrait que je fasse venir un jour Pierre Chaumeil, il est passionnant, il a plein de choses à raconter. Il faudrait qu'il nous parle un jour de son Auvergne, c'est un Auvergnat pur jus, il est en Auvergne en ce moment d'ailleurs. Un nouveau collaborateur qui s'appelle Jiménez de Cisneros, c'est pas mal ce qu'il fait, il fait une revue de presse qui est assez au rasoir. Elle n'est pas du tout rasoir, elle est au rasoir, elle est fort intelligente. Jean-Pierre Cohen, que vous connaissez, qui fait une rubrique finement intitulée Cohennerie. Joseph Grec, qui est un fou total, je tiens à le dire, et c'est probablement un des écrivains, ou des écrivains, je ne sais pas comment il faut dire, qui me fait le plus rire. Il a une rubrique qui s'appelle Sous mon béret. Le père Guy-Marie, qui est
un nouveau venu dans le monde de la presse. Il fait ses débuts. Jean-Marc Laureau, qui est dessinateur. Le professeur Lugan, qui fait un papier passionnant. Nathalie Manceau, qu'on connaît, qui est un journaliste de présent, qui est une critique d'art. Fort apprécié, bah oui. Pierre Monnier avec l'auteur des Grandes Têtes Molles et des Pendules à l'heure. Il commence une série. Qui va décoiffer pas mal. Walden. Alors Walden, c'est un nouveau. Et c'est le professeur Lugan qui l'a découvert. C'est un tout jeune garçon qui fait de la critique littéraire. Et c'est, je trouve, remarquable. Il a fait un papier très 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 bien sur le joli livre d'Antoine Blondin qui vient d'être publié. Sous le titre que je m'en vais vous donner tout de suite dès que je l'aurai retrouvé, mais ça risque de prendre quelques temps parce que le journal est tellement gros qu'il faut trouver la bonne page, qui s'appelle Un malin plaisir. Jean-Cyle de Ventavon, que vous connaissez tous, qui est écrivain et historien, et qui reprend reprend, on peut dire, une chronique qu'il avait déjà dans le temps et qui s'appelle un jour d'histoire ou quelque chose comme ça. C'est ça, un jour, voilà. Et puis il y a DG, qui publie également sa rubrique habituelle. Donc il est là, je l'ai sous les yeux. Et alors je disais, qu'est-ce qu'il y a? Ah, puis Redon, bien sûr, on l'a oublié. Oh, oui. Le dessinateur Redon. La honte. Je disais qu'il y a une chose qui est très amusante, c'est que ce journal, l'idée en est venue au monde tout à fait au début du mois de février. Hein. Elle a été lancée à ce moment un peu plus tard, février, mars, on est le 21 avril, donc on peut dire qu'on a eu du temps pour le préparer, quand même 2 mois et demi, oui, 2 mois et 3 semaines. Et ben on a travaillé toute la nuit là pour le sortir. Voilà une nouvelle qui n'étonnera pas grand monde. C'est intéressant, hein. Alors je sais pas si ça vous intéresse, mais je voudrais quand même vous raconter une chose, c'est comment ce journal est né financièrement, parce que il y a une légende, une tradition, un principe, un impératif catégorique dans l'histoire de la presse. On dit maintenant, vous pouvez pas faire un journal si vous n'avez pas au moins... alors là, les sommes varient. Si vous n'avez pas au moins 200 millions, 500 millions, 1 milliard de centimes, bien entendu. Ben nous, on a commencé avec exactement 0 francs et 0 centimes. Mais là, c'est vrai. Enfin non, j'exagère. On a commencé avec 2000 francs. Parce qu'il a fallu créer ce qu'on appelle une SARL de presse au capital de 2000 francs. C'est-à-dire qu'on n'a même pas de quoi acheter 3 marqueurs. Et une fois créé cette SARL de presse, eh bien, on a posté 3000 lettres à peu près, et on a distribué à peu près 3000 tracts, 3-4000 tracts, dans diverses réunions, dans divers mauvais lieux fréquentés par des gens qui fréquentent ces mauvais lieux, en disant, voilà, si vous voulez, si vous vous intéressez à notre projet de décadaire, c'est-à-dire de journal paraissant tous les 10 jours, de civilisation française et de tradition catholique, eh bien, vous pouvez vous abonner pour 499 francs. 50? Non, pas 50, 99 francs. C'était un gag, c'était un clin d'œil, parce que... Qu'est-ce que j'ai... Oui, 490, pardon. C'était un clin d'œil au prix d'Arty. Vous savez, vous pouvez toujours acheter un téléviseur pour 5990 francs. C'est jamais 6000. Donc là, on avait fait la même chose, mais pour rire. Bon, évidemment, c'était pas dans l'espoir de tromper le lecteur. Pour qu'il dise, ah là là, c'est formidablement moins cher que si c'était 500 francs. Donc, je vais me précipiter. Non. Donc, on a fait cette proposition et on a eu... C'est quand même extraordinaire parce que c'est un... Je sais pas comment il faut prendre ce résultat. Moi, je le trouve stupéfiant. On a obtenu 600 réponses. Exactement, aujourd'hui, 595, très très précisément. Il y a 595 personnes qui ont acheté chat en poche, en quelque sorte, qui ont dit, bon, on va envoyer 500 francs et puis on verra bien ce que ça donnera. Il y en a qui ont envoyé plus, d'ailleurs. Il y en a qui ont envoyé un petit peu moins parce qu'ils peuvent pas, toujours avec des mots très gentils, etc. Et ça a rapporté à peu près 250 000 francs. Avec ces 250 000 francs, on a de quoi publier le journal pendant 3 mois, puisque tout le monde est parfaitement bénévole, et que les seuls frais sont les frais de fabrication du journal, c'est-à-dire de l'achat du papier et de l'imprimerie. Et puis, pendant ces 3 mois, il faut qu'on trouve des abonnés. Le niveau de survie du journal, c'est 5000 abonnés.
Si on a 5000 abonnés, c'est une réussite. Si on en a 4000, c'est pas une réussite, mais enfin on peut arriver à le faire. Si on en a moins, eh bien c'est pas viable. Je crois que c'est une expérience intéressante parce que j'ai pas souvenir qu'elle ait été tentée, même quand, enfin en dehors de présent. Il y a l'expérience, le préalable, le présent, qui avait fait ça. Mais autrement, j'ai pas souvenir qu'elle ait été tentée, puisque quand Jean-François Devet avait lancé Minute, il avait agi d'une façon différente. Jean-François Devet était un grand journaliste parisien. Il avait beaucoup de relations mondaines. Et donc, il s'était adressé à chacune de ces relations en disant « Donne-moi 10 000 francs ». À l'époque, c'était beaucoup d'argent. C'était en 62, ça représentait une forte somme. « Donne-moi 10 000 francs et je vais faire un journal. Et puis ensuite, tu seras actionnaire du journal. » Alors, c'était très rigolo parce qu'il y avait comme actionnaire du journal des gens dont on s'étonnerait aujourd'hui de savoir qu'ils étaient actionnaires de Minute à l'époque. Il y avait par exemple Juliette Gréco, qui est quand même pas typiquement d'extrême droite, faut bien dire, qui était une actionnaire de Minute. Il y avait Fernand Reynaud, il y avait des gens comme ça, des gens de ce genre. Et avec l'argent qu'il a rassemblé de cette façon, il a pu créer le journal. Alors nous, on a fait un petit peu la même chose, sauf qu'on peut pas dire qu'on est vraiment Vous n'avez pas demandé quand même. soulevé. D'abord, on n'a pas demandé 10 000 francs et on n'a pas soulevé l'enthousiasme dans le tout Paris de la jet set. J'ai cherché, on n'a pas vu de chèque de Madame Juliette Gréco. Elle est toujours vivante, Juliette Gréco. Elle a pas su. Elle a pas su peut-être. Voilà. Alors c'était pour vous dire. Voilà comment ça s'est passé. Moi, je crois que c'est une opération saine. Parce que toutes les autres méthodes de financement d'un journal sont, à l'évidence, des méthodes douteuses. On ne peut pas espérer faire un emprunt bancaire pour lancer un journal, puisque le patron du journal, c'est pas les journalistes, ce sont pas les journalistes, ce sont pas les lecteurs, ce sont à ce moment-là les banquiers. On ne peut pas faire appel à la publicité, puisque à ce moment-là, le patron, c'est l'annonceur. On ne peut pas faire appel à l'aide de l'État, parce que c'est l'État qui, à ce moment-là, est le patron. On l'a bien vu d'ailleurs avec les aides à la presse qui sont modulées en fonction du bon plaisir du pouvoir. Je rappelle que l'aide à la presse quotidienne qui est due de droit à tous les journaux paraissant tous les jours a été refusée à présent sous un prétexte complètement emberlificoté, sous prétexte qu'il sortait pas vraiment tous les jours, mais que bon, tout ça est dérisoire. Il est évident que le Présent est un quotidien et que comme tel, il avait droit à l'aide à la presse quotidienne. D'autant qu'il ne publie pas, il n'a pas de publicité. Surtout qu'il est en kiosque maintenant. Et qu'il est en kiosque. Donc. Alors, il faut arriver à trouver une méthode pour échapper à tous les lobbies, à tous les groupes de pression, à tous les rassemblements, à tous les groupements, à tous les groupes de pression. Moi, je crois que la seule solution, c'est la solution de la prise en main individuelle. C'est-à-dire que, vous savez, j'invente rien, il y a des gens qui ont fait ça, il y a des gens qui ont été persécutés avant nous, et ils le disent assez, on le sait, et qui ont trouvé un remède à leur persécution, en tout cas une réplique à leurs persécuteurs, dans le regroupement et l'autodéfense communautaire. Et qui ont des journaux communautaires, qui lisent la presse communautaire, qui se soutiennent, je vois pas pourquoi nous on ferait pas la même chose, pourquoi les Français nationalistes et catholiques ne feraient pas la même chose et n'agiraient pas eux aussi de façon à défendre leur communauté, leur droit d'être ce qu'ils sont, leur tradition, leur enracinement, leur passé, leur survie intellectuelle, leur survie spirituelle, leur survie culturelle. Et je vois pas pourquoi on le ferait pas. Et je ne vois pas pourquoi on ne préférerait pas des journaux amis à des journaux ennemis. Moi, je dois dire que je suis toujours un petit peu frappé comme Roger Hollande, par exemple, qui fait souvent allusion, par le fait que certains journaux, qui sont des journaux violemment hostiles à nos idées, je parle pas, en ce moment je suis pas en train de parler du Front National, je parle des idées de la droite nationale catholique, ou catholique, disons chrétienne, pour élargir encore un peu le créneau, et bien des journaux qui sont violemment hostiles sont la lecture quotidienne de gens qui sont les membres de cette grande famille. Alors, qu'on s'y réfère par curiosité ou par nécessité professionnelle, je veux bien, mais qu'on s'y réfère comme le parangon des vérités établies, c'est une autre paire de manches. Quand vous avez des gens, je veux dire des dirigeants, des cadres du Front National qui vous disent « j'ai lu dans Libération telle chose », sous-entendu donc c'est vrai,
c'est absolument révoltant, je trouve. Je l'ai déjà dit et je le répète. Parallèlement, il ne citerait jamais ni Présent, ni les autres journaux de notre famille. Et moi, je trouve que il faut en finir avec cette attitude. Et que si la droite nationale catholique veut être respectée dans ce pays, il faut qu'elle se fasse respecter en se regroupant et en se communautarisant. C'est un joli mot. C'est un joli mot. Oui, oui. C'est bien, je réessaye. Oui. C'est-à-dire qu'on nous a enfermés dans un ghetto, pour être clair. Eh bien, puisqu'on est dans le ghetto, faisons ce qu'on fait dans un ghetto. C'est-à-dire, on agit comme une communauté unie, solide et solidaire. Ok ? Oui. Ok, tiens, je vais recevoir encore une lettre. Ça y est, boum. 200 appels. Oh là 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 là. Non, parce qu'il y a nos amis de l'association pour la défense de la langue française qui vont finir par venir me passer la boule à zéro. Je pense qu'il y a plus que ça à faire, faut me tondre maintenant. J'ai couché avec la langue anglaise. Ce serait bien parce qu'il faudrait un peu, là oui, que vous fassiez ça raccourcir. Ça intéresse nos lecteurs. Alors, tout ça pour vous dire, tout ce long préalable, pour vous dire que si vous ne vous êtes pas encore abonné, vous pouvez encore vous abonner, bien sûr, au Libre Journal de la France courtoise, car c'est le titre. C'est un joli titre, hein ? Moi aussi, je trouve ça très bien, oui. Vous pouvez encore vous abonner, mais il y a une chose que vous ne pouvez plus faire, c'est vous abonner pour 490 francs. Parce que maintenant, nous avons arraché notre masque et l'abonnement de souscription, en quelque sorte, eh bien, il est plus valable puisque le journal existe. Il est vivant, il est sous nos yeux. Donc maintenant, c'est même pas 590 francs. C'est carrément 600 francs. On a tapé... 600 francs. Vous savez ce que ça coûte de faire un journal ? Ah, c'est énorme la différence. C'est énorme. Vous vous rendez compte, 600 francs, ça représente... De 400 à 600, vous n'hésitez rien ? Non, de 490 à 600. Ah, 90. Alors, oui, vous avez vu, voilà, c'est ça. C'est finalement, l'astuce d'Arty, ça marche pas mal. Mais je vous ferai remarquer la chose suivante. 600 francs, c'est 6 places de cinématographe, à peu près. C'est 30 paquets de cigarettes de luxe, ou 60 paquets de cigarettes de pauvres, c'est-à-dire la consommation de Philippe pendant un mois. Oui, vous fumez des cigarettes de pauvres ou des cigarettes de riches, vous, Philippe ? 10 francs, ben voilà, c'est ça, un mois. Vous fumez bien 2 paquets par jour. Un paquet par jour, bon, c'est bien. Donc 2 mois. 2 mois. 2 mois de cigarettes, c'est 30 petits déjeuners, enfin café, croissant au bistrot. Vous me direz qu'effectivement, quand on a lu un journal... votre petit déjeuner chez vous. Hein, non, mais pour les gens qui prennent le... Voilà. Et alors, donc, pour 50 francs par mois, c'est ça l'histoire. Hein, ça revient à 50 francs par mois, c'est vrai ce que dit Philippe, au fond. C'est-à-dire 25 centimes par jour. C'est ça, non ? Très bien, hein, 5 fois 12. Non, 2 francs 50 par jour. Par jour ouvrable. Vous avez, alors je vais vous dire ce que vous avez quand même un éditorial qui est, je dirais pas qu'il est remarquable, mais enfin il est quand même assez proche de quelque chose de pas trop mal. Avec ensuite, des jolies lettres. Ah, d'abord c'est très joli comme impression, il faut dire. Moi je fais ma publicité moi-même parce que si j'attends que les autres la fassent, j'ai aucun espoir. Donc il y a un éditorial, il y a un papier politique d'une remarquable acuité. Hein, signé S2B. Oui, il y a une chronique de Jean-Pierre Cohen, qui, je l'ai dit déjà, moi j'adore ce titre, c'est quand même gonflé de faire ça, hein, intitulé sa chronique Cohennerie. Cohen, vraiment, il est prêt à tout. Il y a donc une revue de presse, qui est un bon moment d'intelligence, il y a la chronique d'ADG, dans ce numéro-là, il y a un entretien courtois avec Dominique Jamais. Vous savez qui est Dominique Jamais ? C'était je l'ai beaucoup vu chez grand journaliste. Moi, c'est ce qu'il ne fallait pas dire. Ben si, pourquoi ? Mais il est allé partout. Il est pas. C'est un homme libre. Jamais. La preuve, c'est qu'il va chez Pollack, mais il répond aussi aux questions du Libre Journal. Et il dit des choses qui sont quand même pas piquées des hannetons. Je vais vous donner une toute petite, un tout petit aperçu de son interview. Vous voulez bien ? Écoutez bien ce qu'il dit. Je lui pose la question. À propos de l'expérience qu'il a eue en fréquentant les milieux politiques et administratifs, expérience qui a été rendue nécessaire par le fait que, journaliste qu'il était, il est devenu le patron du projet, enfin du chantier de la grande bibliothèque. C'est François Mitterrand qui lui a donné cette fonction en lui disant voilà, vous êtes un homme de culture et vous allez donc prendre en main ce projet, ce chantier et le diriger. Alors, il a donc été amené dans cette fonction à fréquenter le monde politique et la haute administration. Alors je lui pose la question, fort de cette expérience et de cette exploration, que pensez-vous du mépris croissant que les Français professent pour le monde politique et même pour la haute administration ? Alors qu'est-ce qu'il répond ? Normalement, la langue de bois,
c'est de dire « Oh, mais vous savez, non, pas du tout, les politiques et les hauts fonctionnaires sont des hommes parfaitement rigoureux, ils sont très très calomniés d'une façon honteuse, il faut pas adopter une position poujadiste, etc., etc. » Alors, Dominique Jamais, il dit pas ça du tout. Il répond la chose suivante. Écoutez bien, c'est quand même incroyable, hein. Le milieu politique et la haute administration ressemblent très largement à l'image que l'opinion en a. Ni le sens de l'État, ni celui du service public ne constituent, à de notables exceptions près, le souci principal d'un univers gangrené par l'ambition, le carriérisme, la cupidité, les intérêts personnels ou de clan. Ça décoiffe pas mal quand même un haut responsable, parce que c'est un haut responsable de l'État qui tient ce genre de propos. C'est pas très courant. Le reste de l'interview est à l'avenant, comme disait Molière dans Médecin Malvenu. Non, je sais plus. Bref. Alors voilà. Si vous voulez vous abonner, pour en finir, vous envoyez 600 francs si vous voulez vous abonner pendant 1 an. Mais si vous ne voulez vous abonner que pendant 6 mois, c'est 350 francs. Et si vous voulez faire un essai de 3 mois, c'est 200 francs. Et je dirais même mieux, si vous envoyez 50 francs, eh bien, on vous enverra un exemplaire pour que vous puissiez, ou même 2 exemplaires, 3. Non, on fera pas ça. L'administration proteste derrière la vitre. Enfin, voilà. Comme je l'ai compris. L'adresse, c'est SDB, ça n'a pas changé, 68 rue David d'Angers, 75 019 Paris. Je précise que c'est une adresse postale. Il n'y a pas de bureau, c'est une adresse postale. Les bureaux sont ailleurs. Hein? Avez-vous pensé, demande un auditeur, à faire appel pour le lancement de votre journal à M. Jacques Toubon? Vous n'aviez pas pensé à ça? Ben non, parce que j'ai commencé à faire du journalisme avant que M. Jacques Toubon commence à faire de la culture. Et comme on a une très très bonne correctrice, remarquable correctrice, je dois dire, que je salue et que je remercie, j'ai pas eu besoin de faire appel à M. Toubon pour la correction des preuves. Vous savez que M. Toubon est un expert en orthographe. Vous connaissez pas l'histoire? Oh, l'histoire monstrueuse. Racontez-la à long, au cas où on ne l'aurait pas entendu. Elle est sublime. Libération publie un article intitulé à la une, Monsieur Toubon interpellé. Et ils écrivent interpellé, P-E, 2 L, E. Et il y a un petit papier vachard dans, je crois, le Quotidien de Paris. Non? Dans quoi? C'est dans Libération, non? Non, c'est Libération qui publie. C'est Libération qui est citée, oui. Et il y a un petit papier vachard, je sais plus où exactement, mais enfin peu importe, disant, c'est bravo pour la première interview du ministre de la Culture. Non, c'est dans le Canard enchaîné. Le Canard enchaîné publie un petit papier vachard disant, bravo pour le ministre de la Culture pour sa première interview. Il y a une énorme faute d'orthographe française à la une de Libération, puisque interpellé, comme la prononciation l'indique, ça s'écrit INTERPELE. Et Toubon se précipite sur sa plume pour avoir l'air futé et dit cher Canard, j'avais moi-même remarqué cette faute, elle ne m'avait pas échappé, et patin, et couffin, il explique que lui, vif comme l'argent, il avait compris qu'il y avait une erreur, etc., etc. Manque de chance, il se trouve qu'il n'y a pas d'erreur parce que le mot interpellé, il suffit d'ouvrir n'importe quel dictionnaire pour le vérifier, s'écrit interpe2le, c'est une exception à la règle de prononciation, bien qu'il y ait 2 L. On dit pelé, non pas pélé. Alors Toubon, pour avoir fait le malin... Vous me conjuguerez à tous les temps, tous les modes, le verbe « je dois consulter le dictionnaire ». C'est pas une affaire grave, c'est pas grave du tout que cette erreur a été commise, puisque de toute façon elle n'est pas imputable à Toubon, c'est pas lui qui a écrit le papier de Libération, c'est une interview. Mais il a abondé dans le sens en disant « mais j'avais vu la faute ». Elle se continue avec Pivot. J'ai entendu raconter ça ce matin. Et alors, c'est son attaché de cabinet qui lui dit que il va pouvoir briller chez Pivot. Et il le dit, oui, ils ont fait une faute d'orthographe dans mon article. Et Pivot ne dit rien. Parce qu'il est poli. Mais c'est comme lui. C'est lui qui organise les championnats du monde d'orthographe. Il est fort en orthographe, sûrement Pivot, donc il devait savoir. Parce que moi j'ai eu dans ces dictées que je fais toujours, il y a eu interpellé. Alors, je voudrais maintenant saluer un journal qu'on a présenté aussi à ce micro et qui m'avait enthousiasmé et dont j'attendais le meilleur et c'est en train de se faire. Ça s'appelle Village. C'est le numéro 2 qui vient de paraître avec des articles consacrés aux pigeonniers, aux bouilleurs ambulants, c'est un métier, bouilleur ambulant, bouilleur de cru. Un article sur Monsieur Bonte, Pierre Bonte.
un dossier sur le permis de construire, des articles sur le bricolage, etc. et 3 portraits de villages. L'Esquin dans les Hautes-Pyrénées, rien à voir avec Arnaud. Saint-Médard dans la Loire et Souliers dans les Hautes-Alpes. Et alors, le numéro est magnifique, comme le premier, moins échevelé, mieux rangé, etc. Luxueux. Mais ah oui, luxueux, des beaux papiers, belles couleurs. Là, on sent que c'est des gens, c'est un groupe de presse. Ils sont pas partis avec 3 francs 50. Ils sont pas partis avec 3 francs 50, ça c'est certain. Mais c'est littéralement bondé de petites informations amusantes, de petits tuyaux, il y a sur les expositions de peinture, sur des papiers intelligents, par exemple, un papier qui explique qu'il faudrait peut-être arrêter de dire des cohenneries sur la disparition de la forêt en France. Parce que cette forêt n'a jamais cessé de s'accroître grâce à une politique de reboisement rondement menée, etc. Bon, plein de petits articles comme ça. Alors, Village Magazine, il y a un édito qui ne parle pas de nous, bien qu'on ait, je pense, largement concouru à ce qu'il évoque, puisque l'édito du directeur de Village explique que dans les jours qui ont suivi l'apparition du numéro 1 de Village, ils ont été submergés de lettres et d'appels téléphoniques. Je pense que ça n'est pas totalement étranger à la collaboration, à l'interview que nous avons faite du directeur dans notre libre journal du mercredi. Qu'est-ce que vous cherchez? Oui, il y a en plus, ils choisissent bien leur dessinateur. Il y a un dessin de conte. Alors, ce soir, j'ai dit que nous recevions d'une part le docteur Dor. Ensuite, vous allez rire, parce que c'est la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je finis par plus savoir comment on rit, j'ai reçu, j'ai inauguré l'émission de Cécilia Dem, c'est la semaine dernière, consacrée à l'art floral. Et aujourd'hui, on va pas faire une émission consacrée à ça, mais je reçois Madame Sophie Argouache, qui représente l'association France Point de Croix. France Point de Croix, qu'est-ce que c'est? C'est une association de dames, et même peut-être de messieurs, qui font de la broderie au point de croix. Alors vous allez dire que c'est Nunuchard, qu'est-ce que c'est que cette histoire, qu'est-ce qui va nous raser avec ça? Eh bien, c'est pas Nunuchard du tout, parce que comme toutes ces activités très très typées, très particulières, ça suscite une véritable passion. Et alors j'ai vu alors je vais encore me faire attraper, le livre de presse, j'allais dire le presse boost, je me suis retenu, le livre de presse de l'association, c'est stupéfiant, ça fait 600 pages, il y a des photos, des centaines de photos, des choses magnifiques, on fait des très belles choses. Alors on en parlera tout à l'heure avec Sophie Argouache, dont l'association est placée sous cette devise qui est ô combien vraie: je ne connais rien de plus agréable qu'une passion partagée. Ensuite, on recevra, alors là, je ne sais pas comment ça va se passer, on va voir si on est entre gens de bonne compagnie. On recevra André Berkoff. Je pense que pour André Berkoff, je suis à peu près tout ce qu'il déteste. Oui, j'imagine, et je suis pas loin de penser qu'André Berkoff représente à peu près tout ce que je déteste. Alors, on va voir ce que ça va donner. On va voir, on va essayer. C'est un type intelligent, ce que j'aime bien chez lui, mais une espèce de côté politique mondain comme ça, branché. Enfin, on va voir. On va l'interroger parce qu'il a une émission qui est sur France 3 à 13h30 et qui est quand même une émission assez surprenante. Ça s'appelle Français si vous parliez. Et c'est l'idée de Berkoff, c'est donc 4 fois la semaine, il reçoit des invités, il donne un sujet de débat, et c'est des invités tous azimuts qui s'expriment. Et je crois que j'ai l'impression que la sélection des invités est faite d'une façon honnête. Oui, moi j'ai écouté quelques fois, j'ai pris des petits morceaux. Alors on va voir, j'attends André Berkoff pour la deuxième partie de l'émission, et puis on recevra ensuite, comment? Non, pas par téléphone, il va venir. Ah, Marc Dem, bien sûr, il y aura Marc Dem. Bien sûr, il y aura Marc Dem. Et puis, pour finir, nous aurons Monsieur Raffard de Brienne, Daniel Raffard de Brienne, qui viendra nous faire des révélations sur un grand secret historique qui n'avait jamais apparemment été dévoilé avant qu'il ne le fit. C'est le rôle des loges dans la préparation des cahiers de doléances et des états généraux. Je suis un petit peu fatigué quand même.
Alors voilà, c'est le programme de ce soir. Donc maintenant vous le connaissez, on va commencer avec le docteur Dor, mais le programme de ce soir vous le connaissez. S'il ne vous intéresse pas, vous avez évidemment la ressource de prendre un bon livre. Et là, on parle suffisamment de livres dans cette émission pour que vous ayez un choix fort élargi. Je voudrais, avant de donner la parole au docteur Dor, vous lire une dépêche que j'ai volée à Victoria, parce qu'elle me paraît, cette dépêche, très 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 riche d'enseignements sur la société dans laquelle on vit. Voilà. Ça s'intitule, c'est une dépêche AFP, ça s'intitule « Le jeune voleur de voiture d'Ampuis a été tué par une seule balle ». Lyon, 21 avril, AFP. L'autopsie du corps du jeune voleur de voiture, mortellement blessé lundi soir à Ampuis, Rhône, par le tir d'un gendarme, a montré que la victime avait été atteinte par un seul projectile, a-t-on appris mercredi de sources judiciaires. Michel Causse, 26 ans, avait été atteint vers 20 heures d'une balle de 9 mm dans la poitrine, alors que la voiture volée, une 605, à bord de laquelle il se trouvait avec 2 complices, fonçait sur le gendarme. Contrairement aux premières informations, il n'a pas été établi si Michel Causse était le conducteur ou le passager de la voiture. Alors, on peut faire une petite halte. Je dirais que quand il y a 3 personnes dans une voiture volée qui tentent d'écraser un gendarme, personnellement, ça ne me paraît pas absolument indispensable de tenter d'établir si quelqu'un est le conducteur ou pas. Vous voyez, je comprends assez le gendarme qui dégaine et qui tire, en se disant il faut arrêter cette voiture par tous les moyens, mais j'ai pas le temps de demander les papiers aux gens, demander le permis de conduire pour être sûr que celui sur lequel je vais tirer est bien le conducteur. C'est quelque chose comme ça que j'imagine. Il a tiré dans les pneus de toute façon. Voilà, il a dû tirer dans les pneus, et comme il tire pas très bien peut-être. Le gendarme a fait usage de son arme, un Beretta 12 coups en état de légitime défense. Selon les premières conclusions de l'enquête ouverte par la section de recherche de la gendarmerie, a-t-on précisé de même source. Le gendarme tentait de bloquer, écoutez bien, c'est intéressant, sur un parking d'Ampuis, le véhicule du trio, qui je rappelle était un véhicule volé, c'était une 605 volée. Le véhicule du trio, surpris en train de voler une autre voiture. Vous voyez ? Il a tiré 7 coups, mais la douille de la seule balle qui a atteint Michel Causse n'avait pas encore été retrouvée mercredi après-midi dans la carcasse de la 605. Alors, ça, c'est vraiment la preuve que les journalistes disent absolument n'importe quoi, parce que je ne vois pas au nom de quoi une balle tirée de l'extérieur pourrait avoir une douille dans la voiture. Vous savez ce que c'est qu'une douille ? Oui. C'est le kilo de la balle, et c'est ce qui part à l'extérieur, enfin, c'est ce qui sort de l'arme une fois que c'est éjecté de l'arme quand le coup a été tiré. Je vois pas pourquoi on va la chercher, cette douille, dans la 605. À mon avis, ils la trouveront jamais dans la 605. Ils peuvent la trouver sur le parking, mais pas dans la 605. Voilà. En tout cas, cette voiture, la 605, a été découverte le soir même écoutez bien, moi je trouve ça absolument fascinant. Dans la commune proche d'Andrézieux, Loire, calcinée, et la carrosserie totalement détruite à coups de pioche et de barre à mine, apparemment afin de dissimuler les impacts de balles, a-t-on ajouté de sources judiciaires. Les 2 complices, toujours recherchés, avaient déposé leur compagnon agonisant chez ses parents, des gens du voyage sédentarisés qui vivent dans une caravane à Givors-Rhône. Ça veut dire que ces gars avaient volé une voiture. Ils vont sur un parking pour voler une deuxième voiture. Ils voient arriver les gendarmes. Qu'est-ce qu'ils font ? Sans une hésitation, ils foncent sur le gendarme pour l'écraser. Le gendarme tire, leur copain est blessé, gravement. Ils vont le déposer chez ses parents, ensuite ils reprennent la voiture, et avec une froideur incroyable, enfin c'est vraiment, ce sont des gens glacés, ils vont dans la forêt, détruisent systématiquement la voiture à coups de barre de fer pour essayer de dissimuler que c'est la voiture en question, et ils mettent le feu à la carcasse, alors que leur copain est en train de crever. Mais c'est incroyable, je trouve. C'est une attitude de tueur glacé. La suite. Les parents ont transporté leur fils à l'hôpital de la ville, mais dès son décès intervenu vers 21h, ils ont récupéré son corps pour le veiller parmi les leurs, selon la tradition. Alors, je vais vous dire une chose. Si un jour, par malheur, vous avez dans votre entourage quelqu'un qui est victime d'une affaire de ce genre, qui reçoit une balle tirée par la police, essayez d'aller récupérer à l'hôpital. Vous allez voir comment vous allez être reçu. Et d'ailleurs, le procureur de la République de Lyon a dû parlementer longuement, en pleine nuit, dans le campement familial, pour que la dépouille soit remise à la justice aux fins d'autopsie. Les parents de Michel Causse ont fini par accepter, contre la promesse qu'on leur retourne le corps du fils le lendemain,
une information judiciaire devrait être ouverte dans les prochains jours. Autrement dit, on est dans un pays où un type qui est tué dans une bataille à feu ouvert avec la gendarmerie est enlevé de l'hôpital où il a trouvé la mort, où il est mort, ramené dans le campement familial par ses parents, et le procureur de la République doit parlementer longuement pour obtenir l'application de la loi qui est la saisie du corps aux fins d'autopsie pour l'enquête. Ça se passe en France en 1993. C'est le haut Moyen-Âge. Non, mais quelle est ta loi? Je pense, non, au Moyen-Âge, c'était un peu pire. Mais on demandait aux gens avant de les juger quelle est ta loi, et on les jugeait selon leur loi, parce que tout le monde n'avait pas la même. Bon. Mais enfin, c'est quelque chose d'invraisemblable. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que si on rapproche cette information d'une autre information qui apparemment n'a rien à voir, et qui est l'existence d'une circulaire distribuée aux employés de la RATP chargés des contrôles de billets dans le métro, qui leur dit, si vous demandez un billet à un jeune, et qui refuse de vous le montrer, n'insistez pas. Si moi on me demande le billet et que je refuse de le montrer, je prends une contravention immédiatement. Mais si c'est un jeune, vous voyez ce que je veux dire, un jeune, avec des guillemets, eh bien on n'insiste pas. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on est à peu près certain de se prendre une patate. Et que les employés de la RATP ne sont pas payés pour ça. Mais ça veut dire qu'il y a une loi, qui est une loi écrite, qui est bonne pour vous, ma chère Victoria, pour moi, c'est-à-dire pour le bon couillon de contribuable qui se la ferme et qui respecte la loi. Mais pour les autres, c'est la loi de la jungle. C'est l'affaire de la petite fille de Mitterrand qui se promène avec ses gardes du corps, parce qu'elle a des gardes du corps, bien entendu, qui se promènent dans la rue, dans le village de la ville où habite son père, je crois que c'est Gilbert, et qui passe devant une salle de jeu où il y a des jeunes qui sont en train de jouer, et les jeunes, voyant les gardes du corps de la petite fille, repèrent, parce qu'ils ont l'œil américain, à la coupe de cheveux et à la tenue civile des deux gars en question, que ce sont des gendarmes. Et ils vont se jeter sur ces gendarmes à 15, ils vont en envoyer un à l'hôpital avec la poitrine enfoncée et un bras cassé, et ils vont quand même, parce que ces gendarmes-là, qui sont des gars du GIGN, ne sont pas absolument manchots, les jeunes en question vont quand même laisser 5 gars sur le carreau qui vont être transportés eux aussi à l'hôpital. Donc à 2 contre 15, les gendarmes du GIGN ont eu un blessé et ils ont amoché 5 jeunes, ce que je trouve plutôt sympathique. Mais le fait est que c'est un système, on vit dans une société où le sentiment de l'impunité dans ces catégories sociales est devenu tel que on considère comme un jeu supplémentaire, c'est-à-dire au lieu d'aller jouer une partie de jeux vidéo ou de flipper, on va se payer du flic ou du gendarme. C'est intéressant. Et alors après, le procureur de la République est probablement obligé de parlementer longuement avec les familles pour récupérer les délinquants. Voilà, c'était ce que je voulais vous raconter. Ça me paraît un bon témoignage de notre système social. Alors il y a un autre bon témoignage de notre système social, mais là, je crois que ça va tout à fait dans le bon sens, docteur Dor. C'est cette, semble-t-il, très forte, de plus en plus forte mobilisation de toutes sortes d'associations en faveur de la vie de l'enfant à naître. Je dois dire, la nomination de Simone Veil a fait l'effet d'une provocation. Enfin, on en parlera peut-être plus tard, mais... on peut en parler tout de suite. On peut en parler tout de suite si vous voulez, bien sûr. Mais franchement, on a l'impression de quelqu'un qui revient sur les lieux du crime. Elle a la loi Veil, n'est-ce pas? Il est bien entendu que quand nous parlons de Madame Veil, de la loi Veil, nous ne l'attaquons pas en tant que personne elle-même, enfin, en tant que nous la jugeons pas, mais évidemment nous jugeons ce qu'elle représente. Et la loi Veil, pour la première fois dans l'histoire de France, a introduit le droit au crime. Car la loi Veil, c'est pas autre chose, le droit au crime. Et contre qui, tout le monde le sait évidemment, c'est contre les plus petits, les plus faibles, et ceux qui devraient nous être les plus chers, c'est-à-dire nos propres enfants. Et je ne sais pas si je vous ai raconté, mais il se trouve qu'en 84, je crois, j'avais pris la plume, j'avais écrit à Madame Veil, et je lui avais dit, Madame, comment se fait-il que sortant d'un holocauste, vous en fassiez un autre? Et elle m'avait répondu, monsieur, certainement vos paroles, enfin votre écriture dépasse votre pensée,
Et je peux vous dire, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est que enfin, je me souviens pas exactement des termes, mais elle disait, ça c'était fort juste, n'est-ce pas? Elle disait que elle ne portait pas la seule responsabilité, puisqu'il y avait un gouvernement, il y avait un président de la République, il y avait une chambre, et que donc sa loi était tout à fait régulière. Et ça, hélas, elle avait tout à fait raison. Oui, c'est un argument qui se tient. Il y avait même plus qu'un gouvernement, enfin un président de la République, un Premier ministre, un gouvernement et une majorité parlementaire. Il y avait une opinion publique. Enfin, qui avait été façonnée. Mais voilà, c'est ce que j'attendais que vous disiez. Bien entendu. C'est que l'opinion publique, on le sait très bien, elle est manipulable à merci, et que on peut absolument lui faire penser ce qu'on veut. On le voit bien aujourd'hui avec notamment l'affaire de Yougoslavie. La vérité, il faut quand même dire les choses comme elles sont. C'est que les Français ne savent à peine où est la Yougoslavie. Ils le savent. Quelques-uns le savent parce qu'ils y sont allés en vacances. Mais si on leur présentait un Serbe, un Croate, ils seraient bien incapables de faire la différence. Moi, tout le premier. Et dans cette affaire, l'information qu'il leur est donnée est une information totalement manipulée, totalement mensongère, et d'ailleurs, quand on l'observe avec un peu d'attention, totalement aberrante. Mais ça n'empêche pas que si on fait un sondage aujourd'hui, ce qui se fait d'ailleurs à la télévision de temps en temps par non pas des sondages, mais enfin des interviews dans la rue, des entretiens surprises dans la rue, on voit bien que les gens tiennent des propos échevelés sur cette question. On voit des femmes qui disent mais moi je serais tout à fait d'accord pour que mon mari aille se battre là-bas, parce que ce qui se passe est horrible. Autrement dit, sous prétexte qu'il se passe des abominations, il faudrait ajouter d'autres abominations pour essayer de les résoudre. Tout ça parce que la plupart du temps, enfin dans ce cas-là précisément, et dans le cas de l'avortement aussi, l'opinion publique a été préparée, modelée par un matraquage médiatique infernal. Enfin, la loi Veil, on peut penser, n'est-ce pas? Finalement, on peut estimer qu'elle a fait 7 millions de morts. Alors franchement, enfin, c'est l'horreur. Et alors, on voit on a cette surprise elle a 3 ministères, non seulement la santé, mais encore, elle ajoute deux ministères, plus un ministère d'État, que quand le Conseil des ministres se réunit, elle est à la droite du président de la République. On a l'impression qu'elle est honorée, et alors, une surprise de taille que j'ai eu aussi ce matin, un ami m'a envoyé un article tiré de la Croix du 1er avril, et un article, je dirais plutôt élogieux sur Madame Veil, qui ne dit pas un mot sur l'avortement, qui parle d'elle en prima donna inter pares, en latin donc, bon, et qui parle de haute figure morale, de grande figure morale, franchement dans la Croix. Là, vraiment, je trouve que c'est une tristesse, parce que voir dans un journal dit catholique, voir l'éloge, enfin tout au moins une espèce d'honneur rendu à cette femme qui est quand même là, qui a quand même donné son nom à une loi qui a tué tant, qui n'a jamais un tel massacre n'a été commis dans notre histoire, et lui donner ces distinctions. Franchement, là, ou c'est la révolte, ou c'est une tristesse profonde. Un journal dit catholique. Moi, je pense que cette affaire, cette nomination de Simone Veil à un poste aussi considérable, en tout cas en apparence, dans son importance politique, son importance pratique et son importance, comment dirais-je, non pas diplomatique, mais protocolaire, relève de la sidération. C'est-à-dire qu'il s'agit, en fait, de frapper tellement fort que personne n'osera rien dire. Probablement. Moi, je vois ça de la même façon, effectivement. Et, comment dire, je voudrais, à ce propos, ça ne va pas nous éloigner, au contraire. Il se trouve que j'ai rencontré M. Balladur à 2 reprises. La dernière fois, c'était sur le marché duplex, puisqu'il se trouve qu'il est de ma circonscription. Et il était là, donc il faisait les marchés, et moi j'étais là aussi, et je n'ai pas bonne vue, mais je le vois donc de très près. Je saute sur lui, je lui dis, Monsieur Balladur, il y a 1000 morts par jour. Que faites-vous pour l'avortement? Alors, il se retourne vers moi, il me dit, mais monsieur, j'ai 4 enfants. Alors, j'ai dit, Monsieur Balladur, je vous ai posé la même question il y a 5 ans, puisqu'il se présente tous les 5 ans, comme le député. Vous m'avez fait la même réponse, j'ai 4 enfants. Mais la vérité, une vérité ceci veut dire, proprement, on peut l'interpréter comme ça, que s'il a 4 enfants, c'est qu'il n'est pas pour l'avortement. Mais si donc,
la vérité est bonne pour lui, comment ne serait-elle pas bonne pour les autres? Et alors là, à ce moment-là, je dirais, ça commençait un peu à se gâter. Il y avait quand même un petit peu de monde autour de nous. Il y avait une certaine équipe qui l'entourait. Bon, et puis il a jugé bon, à sa place peut-être j'aurais fait pareil. Mais c'est pour dire que finalement, il illustre. Il est catholique, je crois. Il illustre. Oui, il est catholique. Il est catholique. Il était d'ailleurs à la messe de Pâques. À la messe, très bien. Et ça, c'est pas moi qui vais lui reprocher ça. Bien non, pas du tout. Mais je dirais, je pense que c'est un catholique libéral, tout au moins il se comporte de la même façon. Et là, je trouve qu'il y a une antinomie, une césure, je ne sais pas comment dire, une schizophrénie entre ce que sont les convictions et ce que finalement leur application qu'on leur donne. C'est trop facile. Il y a une espèce de dédoublement, n'est-ce pas? Le catholicisme libéral, c'est le mariage entre la révolution et la révélation, n'est-ce pas? Catholique veut dire universel et libéral veut dire il n'y a pas trop de vérité, donc on va être assez souple pour ça, c'est la tolérance. Remarquablement le sujet, c'est ce que disait le père Asman, qui est recteur de la basilique de Montmartre, à propos des rapports de l'Église et de l'État. Il disait avec beaucoup de justesse et de finesse que la politique est à César, mais que tout est à Dieu, même la politique, même César. Et alors on pourrait croire que ça ne concerne que la politique. Après tout, le médecin qui fait l'avortement, par exemple, n'est-ce pas? Il pourrait considérer, après tout comme M. Balladur, que lui-même n'est pas pour l'avortement, mais comme il est médecin et médecin dans l'hôpital public, il est bien forcé de faire ce qu'on lui demande, sinon évidemment il risquerait de ne plus occuper sa place. Donc là, il y a une espèce de divorce, n'est-ce pas? Cette séparation de l'Église et de l'État, c'est finalement la séparation du corps et de l'âme, c'est presque une mort, et finalement qui frappe chacun de nous, n'est-ce pas, à un degré divers, mais surtout ceux qui sont évidemment exposés à avoir un pouvoir quelconque, n'est-ce pas? Et c'est une espèce de schizophrénie de dédoublement. L'homme perd son unité. À force de dissocier ses convictions de ce qui est pratiqué finalement, eh bien, il devient une espèce de, je ne sais pas, d'homme dans une lune. En tout cas, c'est un homme qui a forcément, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde, parce que c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Quand vous imaginez un Premier ministre, alors je ne sais pas si c'est le cas de M. Balladur, ça ne regarde après tout que lui, mais un Premier ministre, si M. Balladur va communier le dimanche, le dimanche il communie, et le lundi, il dirige un gouvernement qui autorise, qui rend possible, il dirige un État qui rend possible 1000 exécutions par jour, 1000 assassinats d'enfants par jour. Bon, il ne peut pas dire qu'il n'est pas responsable, puisqu'il est le responsable du gouvernement. Donc il est porteur, là, d'une faute, à l'évidence. Et je dirais qu'il est dans une situation qui est archi-classique dans le système de ce qu'on appelle l'économie du salut, c'est-à-dire de la faute réitérée et relapse. Tout le temps, tous les jours, il recommence la même faute. Et je dirais, lui bien sûr, fonctionnellement. Mais aussi, finalement, moi je trouve aussi, d'une certaine manière, les gens peut-être ne l'ont pas fait toujours de façon consciente, mais dans le programme de l'UDF, de l'UPF, pardon, eh bien, il n'y avait pas un mot sur l'avortement. Alors, vous me direz, je suis blanc comme neige, je n'ai rien promis, je ne tiens rien, mais les gens, justement, qui ont voté, auraient dû s'informer. Et alors, je voudrais dire aussi, c'est ça que, bien sûr, il n'est pas le seul responsable, et les Français le sont, nous le sommes tous, et l'Église aussi. Moi, je pense à l'Église, la croix, je viens d'en parler, nos évêques, n'est-ce pas? Je connais un texte écrit par l'épiscopat qui est un texte remarquable sur l'avortement, tout à fait remarquable, irréprochable. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut reprocher donc à ce texte? Eh bien, on peut le reprocher précisément, c'est qu'on n'en parle jamais. C'est-à-dire, mais personne, il n'est jamais cité. Il a été cité quand même une fois parce que je l'ai vu. Il a été cité dans la vie de cette revue. Bon. Et je l'admirais, mais presque en cachette, puisqu'il a paru, mais en fait, il devrait paraître 70 fois cette fois. Alors, en revanche, il y a quelque chose qui est tout à fait remarquable, c'est que des personnalités de l'Église, aussi différentes, mais je dirais en même temps aussi curieusement semblables, dans leur proximité à la vraie pauvreté, à la vraie misère, comme l'abbé Gilbert, le père Gilbert, qui est le père des Loubards, oui. Ou sœur, cette religieuse albanaise, Mère Teresa, sont radicalement hostiles à l'avortement et le disent. Or,
un des arguments en faveur de la libéralisation de l'avortement, c'est que c'est une porte de sortie laissée aux pauvres pour ne pas accroître encore leur état de misère. Et Sœur Teresa dit exactement le contraire. Elle dit que même dans un pays dont on nous dit qu'il est menacé par la surabondance démographique, eh bien, elle reste, elle, rigoureusement hostile à l'avortement. Alors là, monsieur Beckett, je voudrais vous citer, parce qu'au fond, c'est peut-être surtout la raison pour laquelle je suis venu. Je vous en avais déjà parlé un peu la dernière fois, mais pour moi, c'est une révélation. Je me suis souvent posé cette question, mais pourquoi vouloir tuer l'enfant ? Pourquoi vouloir tuer un enfant ? Est-ce que c'est vraiment pour les raisons qu'il nous donne ? Et alors, j'ai eu la stupéfaction de lire, je l'ai dit à ce même micro, mais je crois qu'on le répétera jamais assez. L'avortement est un acte révolutionnaire. Et c'est la seule raison pour laquelle il est, je dirais, on le met en spectacle, on le met en exergue, enfin bref, on nous pousse à cet acte. Alors, je cite donc le texte, qui est un texte qui est apparu en juin 78 dans les dossiers de du planning familial, juin 78, cité par l'AFS. Et c'est ceci. Nous militons pour la contraception et pour l'interruption volontaire de grossesse, ni par malthusianisme, tout à l'heure vous parliez de démographie, donc ni pour des raisons démographiques, ni pour améliorer l'état sanitaire. Or, la loi Veil avait été faite. Le grand prétexte de la loi Veil, ça avait été l'état sanitaire, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui se trinquent, qui font l'horreur, qui font des septicémies, qui font des tétanos post-abortum, parce qu'évidemment, ce n'est pas stérile, donc on va, assistance à personne en danger, on va leur porter secours. Après tout, on fait un crime, mais si on peut lui rendre service, enfin, ça avait été le prétexte de la loi Veil. Donc, je répète, nous militons pour la contraception, ni pour des raisons malthusiennes, ni pour améliorer l'état sanitaire, mais alors pourquoi ? Alors c'est là, c'est incroyable, pour changer les comportements traditionnels. Pour changer les comportements traditionnels. On tue l'enfant pour libérer la femme. Parce que c'est dit un peu plus loin dans le texte. Pour libérer la femme. Et je voudrais dire à ce propos que tout le monde l'a deviné, c'est que une femme ne peut pas donner davantage à la révolution que de tuer son propre enfant. Elle ne peut pas contribuer davantage l'ordre naturel et l'ordre surnaturel que de tuer son propre enfant. Elle ne peut pas faire plus. C'est une espèce de sacrifice offert sur le tribunal, enfin sur l'autel de la Révolution. Enfin, et ceci peut se rapprocher de ce que disait Lénine lorsqu'il disait que lorsque pour toucher une population, une société, il faut toucher la femme, il faut pervertir la femme. La femme, c'est l'enfant. La femme, c'est la culture. La femme, c'est celle qui reste au foyer. La femme, c'est l'éducation. Donc, pervertissez la femme, vous pervertissez la société. L'avortement, c'est un acte de perversion. Donc, cet acte, je dirais, il est au centre des ténèbres. Souvent, on pourrait croire, après tout, l'avortement, c'est un peu comme le reste, je ne sais pas moi, la porno, enfin évidemment c'est plus grave parce qu'il y a un crime et ça. Mais en fait, nous touchons au cœur même de la perversion. Et pardonnez-moi, au fond même, je dirais, du péché originel, rappelez-vous ce que disait le serpent à Ève, parce qu'il s'est adressé à Ève, il s'est pas adressé à Adam, pas bête, il s'est adressé à Ève, là encore comme Lénine, je dirais, et vous serez comme des dieux. La connaissance du bien et du mal, vous serez comme des dieux. Donc on s'affranchit de toutes les lois, n'est-ce pas, et nous serons comme des dieux. Car c'est le grand problème finalement de la liberté. La liberté, vous serez libre, vous serez pleinement libre si vous faites à votre tête, n'est-ce pas? Et alors que la liberté suivant ce que nous croyons, c'est au contraire d'être dépendant, et d'être dépendant, il n'y a pas de liberté sans vérité. Et je dirais même qu'il n'y a pas que la vérité la rend libre. La liberté, c'est l'aisance. Moi, je dis ça, je l'ai peut-être déjà dit ici, je ne sais plus. Mais je dis ça à mes étudiants en anatomie, n'est-ce pas? Si vous voulez être des bons anatomistes, si vous ne connaissez pas le cœur, si vous ne connaissez pas l'anatomie de la main, vous ne pourrez pas faire de chirurgie de la main. Je dirais, la liberté passe par la nécessité, elle passe par la vérité. C'est obligatoire. Ce n'est pas facultatif. La liberté, c'est de faire ce que l'on doit. Oui, ce que vous dites à propos des jeunes anatomistes que vous formez, on peut le dire aussi à propos, par exemple, de l'aviation. Maintenant, on est dans un système où on nous dit, mais n'importe qui a le droit de tout faire. Vous comprenez? De quel droit vous réservez-vous la possibilité de faire ça? Je dis du droit
que, par exemple, à un commandant de bord de piloter un Boeing. Moi, j'ai peut-être la liberté de piloter un Boeing, mais j'ai pas la technique, je sais pas le faire. Et je pense que si on me met aux commandes d'un Boeing, personne ne voudra monter dans l'avion. D'abord, je serai incapable de le faire décoller. Donc, je peux avoir la liberté de le piloter. Et ça, moralement, effectivement, je suis libre. Mais dans la réalité, je peux pas le piloter. C'est aussi simple que ça. Bien. C'est un exemple. On a beaucoup d'appels. Enfin, beaucoup. On a des appels. Qui sont de deux sortes. Il y a des appels qui montrent une certaine faveur à l'égard de votre combat, et il y a des appels qui montrent plutôt le contraire. Par exemple, un auditeur nous dit: mais que ferez-vous des malheureuses, si vous, sous-entendu, si vous obtenez la suppression de la loi libéralisant l'avortement, que ferez-vous des malheureuses qui continueront à avorter, les mettrez-vous en prison? Non, je crois que enfin ça, c'est pas moi qui vais décider cette chose-là. En Pologne, donc ils ont une loi répressive. La femme n'est pas poursuivie et c'est l'avorteur qui est poursuivi. Je crois qu'il risque 2 ans de prison. C'est l'avorteur, c'est pas la femme. La femme, je dirais, elle est déjà suffisamment pénalisée. Si vous me laissez le temps, je pourrais vous dire un tout petit mot sur la détresse de la femme. C'est un acte tellement terrible, tellement irrévocable pour une mère que de tuer son enfant, que elle a déjà presque sa punition avec elle. Et là-dessus, nous avons, parce que nous luttons contre l'avortement depuis bientôt 6 ans et demi, eh bien, nous avons des témoignages tout à fait remarquables là-dessus, n'est-ce pas? Moi, je crois qu'il y a une autre réponse qu'on pourrait apporter, qui est une réponse assez classique, c'est-à-dire, mais la question est mal posée. La décision de consacrer une part du budget de la nation à libéraliser l'avortement et à le rembourser a été prise sans qu'aucune mesure préalable n'ait été décidée. Jamais aucun ministre de la Santé n'a dit: on va mettre en place des structures sérieuses d'accueil de la femme enceinte en difficulté. Parfaitement. C'est ça, c'est la prévention. Et il n'y a pas de prévention. Alors ça, c'est abandonné à l'initiative privée. Là, j'ai un exemple d'une association que je connais pas du tout, mais qui m'a envoyé qui s'est présentée sous la forme d'un tract, qui est Formasève. C'est une association d'action sociale évangélique qui propose un stage du 8 au 9 mai 93 sur l'accompagnement de la femme enceinte en difficulté. Alors, je vous en donne le programme parce que ça me paraît résumer parfaitement le combat à mener. Ils nous disent: la question de l'avortement reste plus que jamais d'actualité, même si sa réglementation pourrait passer aujourd'hui pour une normalisation. Combien de femmes enceintes en difficulté devraient pouvoir rencontrer une écoute et un accompagnement chrétien, alors qu'elles se retrouvent confrontées à des problèmes moraux, psychologiques et éthiques d'une si grande importance? Que dit la Bible sur cette question? Que faire? Comment mettre en place une écoute pratique, une écoute téléphonique? Comment et que répondre? Tels seront quelques-uns des points abordés durant ce stage. Alors il y a le stage, c'est approche biblique et éthique de la maternité, l'aide sociale aux femmes enceintes, l'approche médicale, suivi psychologique et physiologique, l'écoute au téléphone, les femmes différentes et leurs relations avec leur enfant, vivre avec l'enfant différent, comment lancer et animer une équipe d'aide aux femmes enceintes en difficulté, etc., etc. Alors, on peut quand même se dire que le rôle d'un État organisateur, avant de dire on va tuer 250 000 enfants par an, aurait été de dire... c'est l'ordre de 400 000. Vous dites 400 000. Oh, c'est de l'ordre de 400 000, oui. Parce qu'il y en a 170 000 déclarés, mais c'est un peu comme le chômage. Hein. Ils font il y a un tas de curetages qui n'ont pas de... Vous savez qu'ils ont des limites. En principe, ils ne doivent pas dépasser un certain quota. Alors quand ils dépassent le quota, ils ne déclarent pas tout. N'est-ce pas? Non, il y a des... On ne sait pas exactement le chiffre de 400 000. On peut le savoir peut-être, enfin, c'est une estimation, n'est-ce pas? C'est considérable. C'est 1000 par jour à peu près, enfin, cet ordre-là. Alors, en tout cas, il en reste. Mais la prévention, bien entendu, ça, je crois que c'est même la grande politique qu'il faudrait mener. Mais la prévention, elle se fait à tous les niveaux. Elle se fait au niveau, je dirais, théologique même. Moi, personnellement, en politique, ce qui m'intéresse le plus, c'est le droit divin. À partir du moment où Dieu est admis on l'a dit tout à l'heure à propos de ce que disait le père Asman, n'est-ce pas? Si Dieu est dans les cœurs, eh bien, je dirais, il n'y a plus de question. Si Dieu est dans la cité, il y a plus de problème, en quelque sorte, n'est-ce pas? Alors, bien entendu, une politique d'écoute, d'accueil de la mère, de l'enfant, une politique familiale, un salaire familial. Je ne sais pas si ce gouvernement va d'ailleurs l'installer. Il en a parlé un petit peu avant. Enfin, certains, M. Chirac en avait parlé à un moment. Je ne sais pas s'ils vont aller jusque-là. Et puis, l'abrogation de ces lois, parce qu'il n'est pas question de... Mais la prévention, bien entendu. La prévention. Alors, une auditrice nous dit: il faut rappeler que les francs-maçons se sont flattés d'avoir élaboré cette loi pour l'avortement dans les loges. Ça, c'est tout à fait vrai. C'est alors là, je à l'origine, c'est une question à l'étude des loges qui avait été proposée par le docteur Simon.
parfaitement. Alors là, justement, une chose que j'ai connu un Allemand qui est mort maintenant, qui était un catholique rhénan, qui a fait la Deuxième Guerre mondiale. Il s'est battu dans la région de Moscou, je crois, c'est ce qu'il m'avait raconté. Et c'est un homme qui, je crois, était extrêmement connu dans tous les milieux, enfin, défendant la vie. Il allait en Amérique, au Canada, et en Allemagne, un peu partout. Bon. Et il avait dit ceci. Lui, allemand, ça m'avait intéressé. Il m'a dit, il y a 3 dates de subversion. Lui qui passait son temps à lutter contre l'avortement. 1517, 1717, 1917. Alors, 1517, je me rappelais un peu, je me souviens, que 1517, les gens s'en souviennent probablement, c'est le moment où Luther a affiché à Wittenberg les 95 propositions contre les indulgences. Bon. Alors, vous me direz, c'est quand même chercher bien loin l'origine de toute cette subversion, mais ça en était quand même l'origine, puisque finalement, le protestantisme, c'était le refus du magistère. N'est-ce pas? Je le dis aux confrères chrétiens, parce que quelques-uns viennent avec nous, n'est-ce pas? Je le dis avec une certaine tristesse, mais c'est la vérité, n'est-ce pas? C'est le subjectivisme. Et au fond, Rousseau était protestant, n'est-ce pas? Kant aussi. Et quand il disait, Rousseau, conscience, n'est-ce pas? Donc on se fie plus à sa conscience qu'au magistère. Et ça, c'est un danger, évidemment. Donc ça, c'est le protestantisme. Alors 1717, ça c'est une date qui n'est pas connue, qui n'est jamais connue, évidemment parce qu'il s'en cache. Eh bien, c'est Anderson. Anderson, c'est celui qui a fondé avec Desaguliers, qui était un prêtre calviniste qui venait de La Rochelle, réfugié de La Rochelle. Ils ont fondé les loges maçonniques à Londres. Et alors, nous avons la preuve absolue, je dirais, puisqu'ils l'ont dit eux-mêmes, puisque monsieur Caillavet, le sénateur Caillavet, a dit il y a 2 ou 3 mois à la télévision que, effectivement, on le pressait un peu, mais il a dit, eh bien, ce sont dans les loges que sont concoctées les différentes transformations de la société, et ils en revendiquent au moins 2. Il y avait le RMI, mais il y en avait deux autres. Il y avait le droit à la contraception et le droit à l'avortement. Donc, il n'y a plus de, il n'y a plus de doute. Si on lit les livres, comme vous le disiez, le livre de Pierre Simon, de la vie avant toute chose, il ne dit pas autre chose. Et il faut remarquer d'ailleurs ce titre incroyable, de la vie avant toute chose, il dit précisément le contraire dans son livre. Ça, c'est le vieux système diabolique. C'est le mensonge, n'est-ce pas? Il consiste à dire on va célébrer la vie alors que c'est un hymne à la mort. Précisément le contraire. En fait, il célèbre pas la vie, il célèbre ce qu'il appelle lui la qualité de la vie, c'est-à-dire qu'on a droit à la vie que si on lui apporte une certaine qualité, que si, au fond, on se fait soi-même. Vous avez très bien compris que finalement, c'est l'homme qui se fait lui-même. Et c'est Dieu finalement. C'est l'homme qui se fait Dieu. C'est toujours mais donc je crois qu'on peut dire que sans aucune hésitation possible, puisque c'est maintenant de notoriété publique, que cette loi est une loi maçonnique, et en ce domaine, les francs-maçons sont les ennemis mortels. Autre question, de combien de citoyens la population française a-t-elle été amputée depuis l'instauration de l'IVG? Vous nous avez répondu. Moi je pense 7 millions, oui. 7 millions. Écoutez, on peut faire un rapprochement avec les pertes américaines. En Amérique, la loi Roe contre Wade a démarré en 73. Depuis, ils ont eu 30 millions de morts. Faites à peu près le rapprochement, nous avons à peu près le quart des morts américains, des morts aux États-Unis. Le quart, ça doit faire à peu près, vous voyez, ils perdent environ 1 500 000, 1 600 000 par an, les Américains. Nous perdons de l'autre 400 000. Si vous faites le compte, ça fait à peu près 7 millions. À peu près 7 millions de morts. Alors évidemment, c'est pas 1 million près. Personne ne peut affirmer ça à 1 million près. En plus ou en moins d'ailleurs. Hein. Un auditeur nous dit d'ailleurs la première cause de mortalité de l'espèce humaine est l'avortement. Ah, c'est l'avortement. Actuellement, on peut penser qu'il y a de l'ordre de 60 millions de morts par an. Alors, le sida, je dirais, ce n'est rien à côté de ça. Le paludisme non plus, la lèpre, toutes ces grandes épidémies, les grandes pandémies ne sont rien à côté de cette espèce de terrorisme, n'est-ce pas? Alors, justement, je termine avec mes dates, n'est-ce pas? 1917. Alors, les autres francs-maçons nous en ont parlé. Pardon, avant de quitter les francs-maçons, il faut quand même dire ceci, car ce sont eux, ils l'ont réclamé aussi. Puisqu'ils réclament la paternité de l'avortement, ils ont réclamé aussi la paternité de la Déclaration des droits de l'homme, dont tout le monde maintenant, je dirais, veut se réclamer, alors qu'il suffit de penser à l'article 6, nous en avons déjà parlé ici, où il est dit, n'est-ce pas, que la loi est l'expression de la volonté générale, c'est-à-dire la leur à eux, n'est-ce pas? La volonté générale, chacun sait que c'est là, que c'est celle des francs-maçons, puisque nous sommes en maçonocratie, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi d'ailleurs qui l'ai dit, nous ne sommes pas en démocratie, nous sommes en maçonocratie. Et
donc, la déclaration, nous rejoignons là la paternité maçonnique, puisque ce sont eux qui sont aussi les pères de la déclaration des droits de l'homme de 89 et aussi de celle de 48 d'ailleurs. Voilà. Alors, surtout 1917. Surtout de la déclaration d'indépendance, la Constitution des États-Unis, qui est un chef-d'œuvre qui est une planche tracée caricaturale. Alors, si je parle maintenant de 1917, c'est évidemment la Révolution d'octobre. Alors, il n'est pas inintéressant de remarquer, à moins que je me trompe, mais il me semble bien que finalement, le premier droit à l'avortement a été donné par une féministe du nom d'Alexandra Kollontai, qui était la ministre de la Santé de Lénine, en 1920. Et on peut faire aussi un rapprochement un peu plus tard avec une Margaret Sanger, qui était une féministe, qui est à l'origine, qui a fondé le planning, et qui avait des rapports étroits avec l'hitlérisme. C'est assez curieux à constater. Je dirais un mot de l'écologie. Alors là, je vais peut-être faire bondir certains lecteurs, mais j'ai les textes. Je cite Cousteau, le commandant Cousteau. Vous verrez, on s'est dit, mais on rêve. Si j'arrive à lire, parce que... alors, c'est terrible à dire, il prend ses précautions quand même. C'est terrible à dire. Il faut que la population mondiale se stabilise, et pour cela, il faudrait éliminer 350 000 hommes par jour. Qui dit ça? Le commandant Cousteau. J'en ai pas spécialement contre Cousteau, croyez-moi, je suis avec beaucoup d'intérêt tout ce qu'il nous raconte. Mais quand on entend des choses semblables, je dirais que Cousteau est semblable, mais ce sont des irresponsables. C'est-à-dire, c'est bien la preuve quand même que cette société intellectuelle, cette société, pas au sens d'une société physique, mais enfin cette société de pensée, qui règne à l'heure actuelle sur les médias, est cul par-dessus tête, parce que le commandant Cousteau, qui est capable de nous attendrir aux larmes pendant 2 heures sur la mort d'un dauphin, avec toutes les images possibles et imaginables, et tous les commentaires et tous les accompagnements musicaux, dit froidement, non pas froidement, puisqu'il dit c'est terrible, mais enfin il dit voilà, il faut tuer, il faudrait éliminer, il le met au conditionnel, il faudrait éliminer 350 000 êtres humains par jour. Il faut pas tuer un dauphin, parce que évidemment les dauphins c'est très très gentil, mais tuer 350 000 bébés. Avec les écolos, c'est la nature qui devient Dieu, n'est-ce pas? C'est qu'il y a toujours, quand Dieu n'est pas là, il y a toujours une substitution, n'est-ce pas? Et c'est toujours d'ailleurs contre l'homme, ça on peut le remarquer. Je voudrais dire un mot sur le comité d'éthique, si vous me laissez, et ensuite un témoignage qui me paraît intéressant, si vous m'en donnez le temps. Je ne sais pas oui, mais bien sûr. Attendez, si vous me permettez, je voudrais donner la parole à une auditrice qui nous dit: si vous continuez à faire des émissions contre l'avortement, je ne donnerai plus ma cotisation, je vous demande de prévenir Monsieur Ferré. Alors voilà, Monsieur Ferré est prévenu que si on fait des émissions contre l'avortement, cette dame ne versera plus sa cotisation. J'aimerais bien rencontrer cette dame. Non, moi ça m'intéresserait vraiment pas beaucoup, parce que c'est pas un argument. Je veux dire, on peut présenter des arguments, on peut discuter sur cette question, on peut débattre du bien fondé, du recours à l'avortement dans certains cas, etc., etc. Mais si on me dit, si vous continuez à faire des émissions contre, je vous donne plus de 200 francs par an, je vous dis, madame, écoutez, je veux bien même vous envoyer 200 francs par an pour que vous écoutiez une autre radio où on célébrera les mérites de l'avortement. Si c'est ça que vous attendez d'une radio, ça doit exister, à mon avis. Alors, je demande à cette dame instamment de ne pas quitter le micro. Enfin, après, elle pourra peut-être le quitter, mais qu'elle m'entende jusqu'à la fin. Parce que j'ai quelque chose à dire qui concerne une femme, justement. Mais avant ça, je voudrais dire un tout petit mot des comités d'éthique. Les comités d'éthique, 37 membres, fondés en 83, 6 membres nommés par le président de la République, dont le président du comité, qui a été Jean Bernard, qui est maintenant, comment s'appelle-t-il, Changeux. Donc 6 membres, 12 membres nommés par les ministères, c'est-à-dire à la botte du gouvernement. Alors, donc, faisons les comptes, 18 qui ont une nomination politique sur 37 membres. Les autres membres, une quinzaine, je crois, nommés par des conseils tels que, des grands organismes comme l'INRA, comme le Collège de France, j'en passe des meilleurs. Et puis aussi des instances politiques comme l'Assemblée nationale, le Sénat, et je crois le Conseil d'État, je crois quelque chose comme ça. Bon, moralité, c'est un comité qui est évidemment à la botte du gouvernement. Et c'est une chose encore tellement triste, à savoir que
comment dire, que Dieu soit éliminé de la politique, c'est une tristesse, je dirais, inimaginable, mais quand César se met à faire de la morale ou se substitue à Dieu, là c'est proprement intolérable. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Je voudrais citer deux choses à propos des comités d'éthique, car il se trouve que je les connais bien. Le professeur Beaulieu, qui est donc le promoteur du RU 486, la pilule abortive, disait que le marché pouvait concerner 1 milliard de femmes. 1 milliard de femmes, faites le compte, ça fait 2, 3, 4, 5, 6 milliards d'enfants. N'est-ce pas? Puisque les femmes, surtout dans le tiers-monde, peuvent avoir pas mal de progéniture. Et froidement, il envisage l'extinction, et d'ailleurs, il n'envisage pas toutes les malformations qui pourraient survenir, parce que les femmes, surtout en Afrique ou ailleurs, ne sont pas toujours bien informées. Vous savez qu'actuellement, les femmes qui prennent le RU 486 signent une décharge, comme quoi si le moyen chimique ne marchait pas, elles s'engagent de façon formelle, n'est-ce pas, à pratiquer un avortement par les moyens mécaniques. C'est donc qu'ils craignent une malformation. Et effectivement, il y en a eu, puisqu'une femme qui est tombée, sur laquelle la chose est arrivée, à Clamart qui était le haut lieu de l'avortement, eh bien, ils ont eu un enfant qui avait une symélie, c'est-à-dire un enfant qui a eu les jambes soudées entre elles, une malformation. Donc, imaginez un instant la perspective du professeur Beaulieu, 1 milliard de femmes qui prend la pilule, toute cet holocauste, ce massacre que jamais un esprit humain un peu sain avait envisagé, n'est-ce pas? Et sans compter donc aussi des malformations, enfin, un monde incroyable. Et alors là-dessus, vous me direz, mais heureusement, nous avons le comité d'éthique qui lui a statué en décembre 87, 3 ans après. Alors, ils avaient été consultés sur la pilule, sur le bien fondé de la pilule, et sur l'avortement, et ils avaient répondu, eh bien, qu'après tout, elle pouvait être utilisée dans la mesure où la loi autorisait l'avortement, ou la loi de l'État autorisait l'avortement. Donc, un feu vert à la pilule. Alors, tous ces sages, que sont-ils au juste, n'est-ce pas? On parle de sages immenses, n'est-ce pas? On leur fait constamment des louanges. Ils ne sont jamais trop hauts. Là, pour moi, ce sont des pauvres fous. Je suis médecin moi-même. Il y a beaucoup de médecins dans le groupe. Je voudrais aussi signaler une chose qui est d'ailleurs assez triste. Et j'ai assisté à ces réunions de comité d'éthique. Il y avait là un père jésuite qui était donc délégué par le comité, par la confédération épiscopale, à titre d'observateur, je veux bien, mais enfin, je crois qu'il participait au vote aussi. Eh bien, vous n'imaginez pas, je dirais, l'ambiance, c'est-à-dire que l'ambiance est très feutrée. Et alors, on se tourne vers le père Vespérien, n'est-ce pas mon père? Qu'en pensez-vous, mon père? On lui fait une cour effrénée pour mieux laisser passer le poisson, n'est-ce pas? On lui dort la pilule. Et lui, le pauvre, je sais pas s'il y voit que du feu, mais enfin, le spectacle est extrêmement triste. J'en ai fini un peu pour le comité éthique pour dire, ça avait été dit très bien par Claire Fontana, qui disait finalement ce crime est un crime d'État. Car l'État, c'est lui qui a lancé la loi, comme chacun sait. C'est lui qui rembourse le crime. Et je voudrais dire à ce propos-là que ce sont donc les socialistes qui ont dit le crime, on ne peut pas le réserver à quelques-uns, on va le répartir. Car c'est un peu la spécialité des socialistes de répartir tout, n'est-ce pas, y compris la misère et même le crime, n'est-ce pas. Et sinon, ils ne sont pas contents. Répartir à mort, si on peut. Et un crime d'État, pourquoi? Parce que nous le savons bien, les hôpitaux font environ 70% assurent. Je crois que j'ai fait un compte, à moins que je me sois trompé, sur les chiffres qui nous sont donnés, il y a 66% des avortements qui sont assurés par les hôpitaux publics. Sur les 170 morts avoués, il y a 66%. Donc, je dirais, l'État lui-même engagé, n'est-ce pas, il commandite le crime. En plus, il a des participations à Roussel-Lucas, donc directement il est impliqué directement, il nous fait payer un impôt pour entretenir le crime. Le crime est d'État. Les nazis, finalement, soutenaient un État, sans trop le savoir d'ailleurs, parce qu'à l'époque, tout le monde ne savait pas qu'on liquidait massivement dans les camps de concentration. Actuellement, tout le monde sait qu'on liquide massivement nos enfants, personne ne bronche, et je dirais avec des larmes, et parfois même pas l'Église. Alors, beaucoup d'appels, là, pour le coup, très séparés, et des constatations qui sont parfois surprenantes, ou qui ouvrent la porte à une certaine méditation. Par exemple, un auditeur nous dit avant il y avait la sélection naturelle, maintenant il y a les lois sur l'avortement. Est-ce qu'on ne peut pas penser que d'une certaine manière l'espèce humaine est en train de supplanter l'élimination naturelle d'une partie
de ces enfants qui se produisaient dans le temps par la maladie, par la non-viabilité, et que cette élimination naturelle a été réduite, voire dans certains cas pratiquement supprimée par les progrès de la médecine. Et donc, est-ce qu'on peut pas penser que l'espèce humaine est en train de supplanter cette élimination naturelle par une élimination chimique et physique C'est-à-dire, est-ce qu'au fond, il n'y a pas une espèce d'instinct profond de l'espèce humaine qui fait qu'elle ne veut pas se reproduire plus que à un rythme trop rapide? En France, je dirais, on ferme nous avons des friches, on vous rembourse pour les friches. On a tué 7 millions d'enfants, jamais nous aurions nos friches si on avait pu accueillir ces 7 millions d'enfants. Je dirais, la France manque d'enfants, elle a 56 millions d'habitants, mais nous manquons d'enfants, cruellement d'enfants. On en manque tellement cruellement qu'on va en chercher au Bangladesh, qu'on va en chercher au Salvador. Moi, j'ai pris l'avion, ça m'est arrivé. J'étais en Colombie, tout ça. Je voyais des petits garçons que des femmes, des Françaises venaient chercher on tue nos enfants, on peut pas les adopter. Oui. C'est une politique. Je dirais, on marche que par-dessus tête, n'est-ce pas? Et le mensonge par-dessus le marché, n'est-ce pas? Alors, à ce propos, une auditrice nous dit les 7 millions d'enfants tués par l'avortement ont été remplacés par 7 millions d'immigrés. C'est une façon de voir les choses. Ah, c'est aussi. Mais bien sûr. Et si nous avions eu nos 7 millions d'enfants, on n'aurait pas eu nos 7 millions d'immigrés. J'en suis à peu près certain. Un autre avis qui nous arrive par télécopieur, un auditeur, il me semble que c'est un auditeur, nous dit je ne partage pas vos valeurs, mais je respecte votre combat. Néanmoins, je souhaiterais que vous ayez l'honnêteté intellectuelle de rappeler que les régimes de Hitler et de Ceausescu, comme aujourd'hui le régime islamique iranien, interdisaient aux femmes d'avorter sous peine de sanctions sévères. Oui, c'est parfaitement vrai. Je veux dire d'ailleurs que c'est un argument tout à fait solide et intéressant. Par exemple, il est vrai que le régime de Hitler et le régime de Ceausescu et le régime islamique iranien aujourd'hui interdisent formellement les attaques de banque, par exemple, le hold-up, ou le viol des femmes. Alors donc, au nom du fait que Hitler, Ceausescu et les ayatollahs interdisent l'avortement, on devrait l'autoriser, et au nom du fait que Hitler, Ceausescu et les ayatollahs interdisent les attaques de banque, on devrait pouvoir en France attaquer les banques, parce que c'est une méthode, c'est la marque. C'est une méthode dangereuse, c'est très dangereux d'attaquer les banques. Mais oui, mais c'est un acte de liberté, vous comprenez. Mais c'est un acte de liberté, parfaitement. Et alors, moi, je propose même à ce monsieur, s'il a des acquaintances dans le gouvernement, on pourrait autoriser le hold-up et puis ensuite le rembourser s'il y a des frais. Alors, un auditeur, qui apparemment ne sait pas qu'il écoute Radio Courtoisie, téléphone en disant « Le fou furieux que vous avez invité, sait-il qu'au Front National, on est aussi pour l'avortement ?» Oui, hélas. Hélas. Alors là... Attends, je voudrais, si vous me permettez, un mot. Bien sûr. Je rappelle pour la 800e fois, peut-être en 5 ans, que cette émission du mercredi soir n'est pas une émission officielle du Front National. C'est pas le Front National qui s'exprime par ma voix. Celui qui parle en ce moment, c'est Serge de Beketch, qui n'est pas militant du Front National, je l'ai dit 7000 fois, et je veux bien le répéter autant qu'on voudra. Donc, ce que je dis à ce micro, et les invités que je reçois à ce micro, n'engagent absolument personne d'autre que moi-même. C'est-à-dire pas plus le Front National que le RPR, l'UDF, le Parti communiste ou le Parti socialiste, et je ne demande pas à mes invités d'adhérer aux positions de tel et tel parti. Pour ma part, je considère, et je l'ai dit déjà plusieurs fois, et je l'ai même dit au président Le Pen, que l'attitude du Front National à l'égard de la question de l'avortement n'est pas suffisamment franche et tranchée. Le Front National devrait dire une fois pour toutes, si nous arrivons au pouvoir, nous prendrons des mesures, premièrement pour prévenir l'avortement, toutes les mesures possibles, le salaire maternel, l'aide aux mères en difficulté, l'aide aux mères la politique d'adoption solitaires, la politique d'adoption, etc. Et une fois que nous aurons réalisé tout ça, nous interdirons l'avortement parce que c'est un assassinat, parce que c'est indéfendable moralement, politiquement, religieusement, sur tous les points. Voilà. Alors, un auditeur nous dit, je suis résolument contre l'avortement, mais je vous déclare que vous en faites trop et que cela va nous amener à prendre le parti des avorteurs. Alors franchement, ça c'est une attitude intellectuelle que je comprends pas parce que... Oui, j'ai du mal aussi à comprendre. Bon voilà, il est contre l'avortement, mais quand on est aussi contre, il prend le parti de ceux qui sont pour. Je suppose ce monsieur, je soupçonne ce monsieur d'être ce qu'on appelle un libéral. C'est-à-dire, un libéral, c'est quelqu'un qui croit que ses adversaires ont raison. Et une auditrice nous dit, puisque cette dame ne veut plus cotiser à Radio Courtoisie, eh ben, je cotiserai à sa place. Ah, mais c'est monsieur. Je trouve ça, voilà, c'est très très bien. Alors, que pensez-vous des salauds et des inconscients qui ont mis des femmes enceintes sans l'accord de ces dernières? Ah, c'est le viol, vous voulez dire? Voilà. Je pense que, moi, personnellement, je pense qu'il faut tuer les violeurs. Ah bon? Il faut les tuer, tout simplement. Il faut leur appliquer la peine de mort. Je crois que je n'ajouterai pas un crime à un autre, je dirais.
Mais non, c'est pas un crime. La peine de mort n'est pas un crime. C'est la défense de la société. C'est assez vrai. C'est pour ça que quand on met en parallèle l'avortement et la peine de mort, je suis toujours révolté parce que entre un enfant qui n'a fait de mal à personne, qui est l'incarnation même de l'innocence, et un type comme ce Van Coppenol, qui a violé 3 enfants et qui en a assassiné un, je vois vraiment pas quel point commun il y a. Van Coppenol, c'est même pas la peine de perdre son temps à lui faire un procès qui va durer 10 ans. Ou 5 ans, il l'envoie en prison pour 20 ans, il sortira dans 10 ans, il recommencera puisqu'il est déjà allé en prison pour des faits parallèles, qu'il est ressorti et qu'il a recommencé. Donc on sait que c'est un être asocial, il faut donc le chasser de la société. On n'est pas forcé de le faire avec un grand appareil de démonstration, on n'est pas forcé de faire une exécution en place publique, mais c'est quelqu'un qu'il faut écarter de la société. Et il faut que les violeurs sachent que la sanction de leur acte, qui est l'acte le plus abject qu'un homme puisse commettre, c'est la mort, voilà. Donc je pense que les salauds et les inconscients qui mettent des femmes enceintes, il faut les tuer. C'est pas une raison pour tuer le bébé. Oui, non, mais c'est mon opinion. Vous pouvez avoir une opinion différente. Oui. Mais enfin, en tout cas, protéger le petit qui lui n'a rien demandé. N'est-ce pas? Et on peut très bien l'adopter si la mère n'en veut pas. Et après tout, lui, vraiment, est absolument innocent du crime de son père, en fait. À propos de Cousteau, une auditrice nous rappelle une phrase très très forte qu'il avait dite aussi, je me souviens, c'était « Les ennemis, ce sont les berceaux ». Ah ben ça, oui. Ah bon? C'est une phrase intéressante aussi. Mais les écolos sont les drôles de... drôles de zigotons. Je voudrais... dire encore une petite chose, peut-être. Attends, un mot encore. Si Monsieur De Wicketch continue à faire des émissions sur l'avortement, et si Monsieur Jean Ferré continue à faire des émissions sur l'avortement, je double ma cotisation. Oh. Eh bien, merci à cet auditeur. Il y a beaucoup de questions, docteur Dor, sur ce problème, effectivement, qui est pas négligeable. Que pensez-vous de la prolifération humaine dans les pays sous-développés, où les enfants sont des morts vivants à leur naissance? Une auditrice nous dit, quand on voit en Afrique des enfants mourir de faim, c'est épouvantable, il faut trouver une solution, il faut trouver des moyens d'empêcher les femmes de mettre au monde des enfants en surnombre, et elle ajoute, je suis catholique. Alors quelle est votre position? Oui, alors là, je lui répondrai, il se trouve, c'est assez curieux, je suis pédiatre, actuellement je fais autre chose, mais je m'occupe d'embryons, d'œufs de poule, bon. Mais j'ai été 6 ans pédiatre en Afrique noire. J'ai donc vu les enfants, et les femmes, c'était mes clients. Je les voyais et je peux vous assurer qu'elles n'avaient pas trop d'enfants parce qu'il y avait une mortalité effroyable. Moi, dans mon service de l'hôpital central d'Abidjan, j'avais environ 20% de morts. Alors vous me direz, mais vous êtes un médecin horrible. Je regrette d'avoir fait toujours ce que j'aurais dû, mais c'était en fait très difficile. Mais ils arrivaient très souvent mourants. Très souvent mourants. Vous savez, en saison des pluies, par exemple, avec des pistes impraticables, ils arrivent avec 8 jours de retard, ou 5 jours de retard, ou 3 jours quand il y a une diarrhée épouvantable. Et, enfin, je donnerai un exemple. Tenez, pour moi, je vais dire la chose parce que je crois qu'elle est intéressante. Pour moi, le sous-développement vient de l'ignorance. Et je vais en donner un exemple qui n'a rien à voir avec l'avortement, mais qui est, je trouve, très intéressant. J'avais un jour une petite fille devant moi, mignonne, une petite fille elle avait quel âge? Elle avait 3 ans, je crois. Elle était assise devant moi et elle était toute nue, comme c'est pratique de voir les enfants, évidemment. Sa maman était derrière et elle n'arrivait pas à ouvrir les yeux. Et alors, je pose quelques questions à la maman et finalement, elle me dit qu'elle a eu la rougeole il y avait quelque temps. Et alors, elle fermait les yeux, je voulais savoir qu'il en était. Alors, j'ouvre un œil et je vois que l'œil était vide. Son œil avait fondu. Vraiment, cette pauvre petite, je me dis, heureusement, il y a l'œil gauche. Je soulève l'autre œil, le cristallin me tombe dans la main. C'est vous dire que cette pauvre femme, elle a dû certainement aller voir le sorcier pour commencer. Elle habitait la brousse, très probablement, je me souviens plus très bien des circonstances. Mais et le sorcier lui a donné on appelle ça un nyama-nyama, n'est-ce pas, là-bas, c'est-à-dire un peu une espèce de crotte, je sais pas quoi. Alors ça a plutôt envenimé les choses, l'œil s'est enflammé, il y a eu donc une conjonctivite, une kératite, une fonte purulente de l'œil, enfin, un truc horrible. Et donc cette petite fille est aveugle, ça s'est passé en 65 à peu près, donc faites le compte, elle aurait maintenant plus de 30 ans, je la vois à un marché tenant la main d'un autre et tout ça, enfin, j'imagine qu'elle doit être comme ça parce que on voyait des aveugles au marché. Et donc c'est un drame. Et alors, voilà, simplement pour dire que cette femme, avec le prix qu'elle aurait payé pour acheter un collyre avec des antibiotiques, elle aurait mis quelques gouttes 3 fois par jour, l'enfant regardait ses yeux.
Donc là, je dirais, c'est absolument certain, pour moi en tout cas, que, cela n'a pas été dit seulement par moi bien sûr, que le sous-développement vient de l'ignorance. Docteur, on va faire une pause, et puis ensuite, si vous voulez, vous resterez encore 5 minutes avec nous pour répondre aux dernières questions. Voilà, nous reprenons notre entretien avec le docteur Dor. Bon, il y a vraiment beaucoup de questions, et je regrette de dire qu'il y a trop de questions pour que je puisse toutes les poser et que je puisse toutes pour que nous puissions apporter à toutes une réponse. Mais je donne des avis qui nous sont adressés. En Afrique, nous dit notre Idriss, la polygamie est la cause de la démographie galopante. Une autre auditrice nous dit, vous devez rappeler que le Front National propose l'allocation à la mère de famille, ce qui est vrai évidemment, et elle nous dit, M. Le Pen a déclaré récemment sur RTL que l'avortement était un assassinat. Un auditeur demande si on peut préciser quelle est l'indication thérapeutique qui permet l'avortement. Est-ce que vous pouvez le faire rapidement, docteur? L'indication thérapeutique. De l'avortement? Oui. Ah mais, je dirais, on peut pas employer le mot thérapeutique pour l'avortement, puisque un traitement c'est fait pour soigner, pour guérir, enfin, quand on peut, évidemment, pas toujours, mais ce n'est pas fait pour tuer. Donc, on ne peut pas parler de thérapeutique et d'avortement. On peut pas tuer, guérir en tuant, ça, c'est le comble. L'avortement assure aux hommes une entière liberté, nous dit une auditrice. Dans ces conditions-là, ils n'ont même pas besoin d'aller jusqu'au viol, il faut le dire. Un auditeur dit que si les parents des savants qui travaillent à faciliter l'avortement avaient eux-mêmes eu accès à ces moyens, eh bien, le problème ne se poserait pas, ce qui est effectivement... Bon. Le nombre des naissances est stabilisé, nous dit un auditeur, depuis 68, aux alentours de 750 000, et il n'y a pas du tout 300 000 avortements par an, ce chiffre est faux. Oh, 400 000. 400 000. Je pense 400 000. L'auditeur qui nous rappelait que Hitler, Ceausescu et les ayatollahs sont contre l'avortement nous prie de faire savoir quand même que c'était simplement une façon pour lui de relativiser nos arguments tendant à assimiler l'avortement à l'hitlérisme ou l'avortement au communisme. Il dit, je suis évidemment opposé au viol et au hold-up, mais ça on l'avait compris. Ma réaction était une petite plaisanterie paradoxale. À propos du RU 486, nous dit un auditeur, le 21 mars 91 à l'hôpital de Lens dans le Pas-de-Calais, une femme est morte. Le RU 486 lui était déconseillé puisqu'elle était tabagique et avait eu 5 enfants. Oui. Un auditeur rappelle que la loi juive interdit l'avortement, ce que disait le professeur Lejeune récemment dans un entretien avec François Foucard sur France Inter. Il rappelait qu'il avait eu une conversation avec un rabbin qui lui disait qu'il avait exactement la même position que lui sur cette question. Et cet auditeur nous dit la loi juive n'autorise l'avortement que lorsque la vie de la mère est en danger. C'est peut-être à cette indication thérapeutique que faisait allusion notre auditeur de tout à l'heure. Oui, ça je crois que... Enfin... je rappellerai la position de Pie XII à ce sujet qui est très claire. Quand il faut choisir entre la mère et l'enfant, eh bien on choisit la mère et l'enfant. En fait, on ne choisit pas. Alors, position de l'Église. Pour terminer, vous voulez encore nous dire quelque chose, oui, je voulais un mot seulement. Parce que après, je ne veux pas abuser, bien sûr. Lire un appel d'auditrice, et puis voilà. Mais je vous laisse la parole. Juste un tout petit mot sur la détresse de la femme. Je me souviens de cette interview d'une femme qui était Madame Peters, qui est une médecin. Et on lui avait demandé, elle était dans une circonstance assez particulière, elle était à Rome, et il y avait autour d'elle des cardinaux. Et un cardinal lui a posé la question, Madame, est-ce que toutes les femmes, après un avortement, ont une détresse? Alors, elle a répondu ceci, toutes, mais pas au même moment. Il se pourrait qu'une femme qui vient de faire un avortement est relativement soulagée de ce qu'elle vient de faire, ça. Mais sur son lit de mort, ça sera peut-être pas pareil. Qui peut dire, juste? Alors, je vous livre cette réflexion. Je voudrais vous donner raconter une histoire très, très brièvement. Elle m'est arrivée, et je la trouve intéressante. C'était le 19 octobre 1991, et nous étions sur le parvis des droits de l'homme. Comme je n'aime pas les droits de l'homme, à cause de l'article 3 et l'article 6 notamment, puisque les droits de l'homme excluent les droits de Dieu, j'avais apporté une croix, et une grande croix, qui est plus grande que taille humaine, et sur le linteau, j'avais marqué le SOS tout petit, j'avais marqué le sigle du mouvement. Et c'était le soir, il commençait à faire froid, il y avait du monde, mais tout le monde était parti dans les jardins de Trocadéro, on entendait le bruit des haut-parleurs, la foule, bon. Et j'étais donc seul.
Et tout à coup, je vois arriver une femme avec une petite fille, une femme de 35-40 ans à peu près. Elle s'approche de moi, et puis, elle ne dit rien. Alors je ne dis rien non plus, j'attendais qu'elle me parle, mais j'avais plus ou moins deviné ce qu'elle allait me dire. Et puis à un moment, elle me dit, elle lâche en quelque sorte ce qu'elle avait préparé.